Merci beaucoup, salam alaikum. Merci beaucoup pour l'invitation. Une pensée aussi pour le professeur Chabraoui et merci à toute l'équipe de la SMCC pour la très belle organisation de ces 40e journée, joyeux anniversaire. 40 ans, c'est un bel âge, c'est jeune. Young Scientist selon l'IFCC, donc encore beaucoup de belles années devant vous. Mon environnement de travail, Bruxelles, clinique universitaire Saint-Luc. Vous connaissez peut-être aussi l'université UC Louvain. Si vous passez par Bruxelles, vous êtes les bienvenus. Je vous invite à venir voir nos infrastructures et je serai heureux de vous donner aussi quelques conseils pour la visite de la ville. Nous accueillerons EuroMedLab 2025, donc voilà, date à retenir dans vos agendas. Pas de conflit d'intérêts pour la présentation. Alors les non officiels, le chocolat noir, fan, 85% minimum. Les DJ belges, petit clin d'œil pour mon fils aussi, si vous voulez YouTuber et passer un moment de détente sympa, un peu de dance. Voilà. J'ai plus mis le football. Je ne peux pas parler du Paris Saint-Germain pour le moment, c'est un peu compliqué. Et alors la Belgique, voilà. Alors j'ai d'ailleurs une petite question et un chouette cadeau pour vous. On va se faire plaisir. Quel était le score de Maroc-Belgique à la dernière Coupe du Monde? 2-0 2-0 Non. Qui a dit 2-0 Ici? C'est gagné. C'est gagné. Vous préférez le chocolat noir 85% ou avec une pointe de framboise? Framboise? Non? Pas de chocolat? Est-ce que quelqu'un veut... Là, mademoiselle. Oui, alors, framboise ou chocolat noir? Ok, il est là, il est pour vous. Donc, voilà. Ah oui, mais merci beaucoup. Oui, je dois faire attention au chrono, donc on avance. Un petit clin d'œil pour la session d'hier, prévention de manière générale. C'est vrai qu'on est dans un environnement qui change, qui nous impacte, sustainability in laboratory medicine, le climat, on l'a tous observé, est devenu complètement dingue, avec des conséquences aussi dans la production des denrées alimentaires, la capacité à une alimentation saine et équilibrée. Et si vous prenez les chiffres de 2020, 3 milliards d'individus n'ont pas eu accès à une alimentation équilibrée. La crise économique, la guerre en Ukraine ont encore perturbé ces données, donc on est tous de plus en plus à risque. Et vous rajoutez la petite couche de la pollution, qui est un facteur avéré de risque cardiovasculaire. Nous sommes dans un environnement où nous sommes tous donc de plus en plus à risque. Alors d'autres constats. Celle-là, je l'ai trouvée particulièrement sympa, publiée dans Diabetologia, qui est quand même une gazette à gros impact factor. Si on veut prévenir les groupes à risque d'insuffisance cardiaque, et notamment le développement du diabète, ne soyons pas seuls. Et donc voilà, le plaisir d'être en communauté, de se retrouver. N'oubliez pas aussi de passer de bons moments avec vos proches, vos amis. Ça contribue à une positive attitude et c'est publié. Voilà, n'hésitons pas. L'insuffisance cardiaque. Alors je vais faire gaffe avec les cartes. 1 à 2% de prévalence à travers le monde. Ça augmente avec l'âge, inévitablement. Ça augmente aussi avec un certain nombre de pathologies. On y reviendra. L'insuffisance cardiaque est un problème de santé important puisque c'est une cause fréquente de réadmission en milieu hospitalier. C'est une cause fréquente de morbidité et de mortalité. Et ça a un impact majeur en termes d'économie de la santé. Tous ces séjours et réadmissions coûtent excessivement cher à nos sociétés.
Alors, vous le savez, le cœur est un organe endocrine. C'était la base de la révélation des propriétés pharmacologiques des peptides natriurétiques, puisque lorsque la microscopie électronique a permis de mettre en évidence au niveau du cœur des vésicules de sécrétion, l'administration de ces extraits auriculaires a démontré de la natriurèse chez des rongeurs, d'où peptides natriurétiques. Et puis, dès lors, toutes les voies de signalisation, ou en tout cas une grande partie de voies de signalisation activées pendant l'insuffisance cardiaque, se sont avérées avec de nouveaux types de marqueurs. Nous les dosons plus ou moins efficacement, mais nous avons néanmoins dans notre arsenal, et comme l'a déjà relevé Guillaume, les peptides natriurétiques qui sont le marqueur de choix pour le diagnostic d'exclusion d'une insuffisance cardiaque face à une dyspnée en salle d'urgence. Ces marqueurs sont extrêmement intéressants dans d'autres perspectives d'estimation de risque une fois que l'insuffisance cardiaque est avérée. C'est aussi un marqueur intéressant pour du suivi d'efficacité thérapeutique. Dans les guidelines 21 de l'ESC, NT-proBNP ou BNP, 2022 de l'AHA, comme l'a déjà souligné Guillaume, avec leurs variantes sur la prévention, on y reviendra. Ce qui est intéressant de constater aussi dans les guidelines de l'insuffisance cardiaque, mais pas que, on pourrait prendre diabète, néphrologie, c'est ce qui a changé aussi la manière dont on peut traiter le risque cardiovasculaire, ce sont les inhibiteurs de SGLT2, des transporteurs du glucose. La révolution thérapeutique, un bénéfice extrêmement important chez les sujets diabétiques en réduction de morbidité cardiovasculaire. Et alors, chez l'insuffisant cardiaque, que ce soit de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection ventriculaire réduite ou préservée, on épargne des vies et donc on a un gros enjeu d'introduire tôt ces traitements SGLT2 dans les groupes. Et Joseph l'a souligné, si on fait de la prévention et du dépistage en néphro, en diabète et en insuffisance cardiaque, avec les SGLT2, on a une place importante sur la réduction du risque cardiovasculaire. Les effets sont pléiotropiques, ne serait-ce que par un effet diurétique, mais aussi par des effets indirects sur le cœur, le métabolisme énergétique, le métabolisme et les flux de calcium. Donc une nouvelle classe extrêmement intéressante. Pour les peptides natriurétiques, on est dans un cas de figure où ces tests sont accessibles dans les laboratoires, facilement dosables, coût efficace. De nombreuses études publiées depuis les années 2000 démontrent que le groupe qui a accès à ces tests, que ce soit dans la pratique de médecine générale, et là aussi c'est important, pas mal d'études en Europe, on peut citer des études portugaises aussi très récentes, ou que ce soit dans la médecine d'hôpital, on a une économicité, on a à peu près un bénéfice de l'ordre de 2 à 3 000 euros par patient lorsqu'on utilise très tôt ces marqueurs. Et alors, pour revenir sur les SGLT2, là aussi, tout récent, coût-efficacité de l'introduction très précoce des SGLT2. Donc, si vous identifiez un patient à risque, très vite, vous donnez ces SGLT2 et vous allez avoir ce bénéfice en termes de coût-efficacité, mais aussi qualité de vie. Et donc, on a de l'évidence, on a beaucoup d'évidence, ce qui a entraîné l'ESC, d'ailleurs, à lancer l'initiative Peptide for Life, et de faire en sorte que, au travers les différents pays européens, soit promu un accès équitable et facile au dosage des peptides natriurétiques. Et donc, il faut continuer à militer pour le remboursement des peptides natriurétiques, leur accès facile, et les laboratoires jouent clairement un rôle fondamental dans l'introduction de ces dosages et la bonne utilisation du dosage des peptides natriurétiques. Facteurs confondants sont nombreux. Et c'est là où nous avons une mission forte d'éducation avec les différentes lignes de soignants.
que ce soit à l'hôpital, que ce soit en médecine ambulatoire. Je l'ai déjà montré dans d'autres présentations, j'aime beaucoup ce titre. BNP, c'est aussi Biomarker Not Perfect. On a vu les limitations ou les besoins de bonne utilisation pour la troponine juste avant. Le BNP a besoin et nécessite des valeurs de référence qui sont personnalisées en fonction de l'âge, en fonction du genre, et elle a une autre tablette de chocolat en fonction du... Oui, alors j'ai déjà dit genre, âge... Alors, le poids, le BMI, oui, je prends, et donc c'est la framboise pour vous. Et en fait, je m'aperçois que je devrais faire les pas, parce que si je veux promouvoir la prévention cardiovasculaire, il faut bouger. Mais donc, le BMI, on sait qu'on a une immunoréactivité qui est supprimée chez les sujets en surpoids, et c'est intéressant de faire cet ajustement en fonction du BMI. De la même manière, et c'est le cas pour des groupes à risque, on va y venir, vous prenez un sujet diabétique qui va avoir une fonction rénale diminuer, des valeurs seuil qui sont ajustées en fonction de certains taux de GFR, eh ben c'est important. Et croyez-moi, médecins généralistes, cardiologues ou urgentistes sont parfois perdus dans les bons seuils au bon moment. Et alors là, on peut franchement aider, surtout avec nos nouvelles générations d'informatique de labo ou de MR. Sous phénotypage de l'insuffisance cardiaque, on a une panoplie extrêmement large de nouveaux marqueurs. Petit clin d'œil à l'équipe de Vincent et Damien Bouvier. Le FGF23 est un marqueur extrêmement intéressant dans l'hypophosphatémie, mais c'est aussi un marqueur très intéressant de remodeling cardiovasculaire. Et des marqueurs de ce type-là, on arrive régulièrement. Après, la question, c'est à quel prix, accessible ou pas, mais ils viennent compléter l'arsenal des peptides natriurétiques. Alors, prévention dans les groupes à risque, il y a le petit iron deficiency. Dans le groupe des insuffisants cardiaques, c'est toujours extrêmement important d'aller rechercher de l'anémie, de la déficience en fer, parce que c'est un marqueur de morbidité aussi extrêmement important. Alors, prévenir plutôt que guérir, et ça c'est ce qui est en train d'arriver aussi dans les guidelines, utiliser la prevention window, comme disent les Américains. Donc c'est aller traiter ou détecter très tôt les sujets qui sont à risque. Et alors plutôt sur cette très belle illustration, aller voir dans le stage A, et donc dans le groupe des sujets à risque, obèses, hypertendus, diabétiques, sujets en insuffisance rénale, au travers des outils, notamment les biomarqueurs, et ici particulièrement les peptides natriurétiques. Quel est le taux et est-ce qu'on est déjà dans un phénomène d'accélération? La troponine est soulignée, ça a déjà été indiqué par Guillaume précédemment. Et alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que le stade A, on essaye de le prendre très tôt, et vous voyez que le care team, c'est dans le primary care, c'est aussi au niveau de certaines consultations primary care, specialty care en ambulatoire, diabéto, cardio, et le laboratoire, de par les nouveaux outils, que ce soit point of care, que ce soit information digitale, vient compléter cette équipe pluridisciplinaire ambulatoire pour cette détection précoce. Diabète est vraiment un groupe cible. Vous voyez cet article qui est un consensus report de l'American Diabetes Association. C'est une complication trop souvent sous-estimée chez le sujet diabétique, et donc la détecter très tôt a un bénéfice. Et les pourcentages de positivité de certains marqueurs comme les peptides natriurétiques sont parfois surprenants chez ces patients diabétiques. La cardiomyopathie diabétique est quelque chose qui s'active très tôt au début de la maladie, et notamment chez les types 2, on a assez vite une dysfonction endothéliale qui va précipiter une réaction en chaîne cardiovasculaire, cardio-rénale, qui s'associe à tout cet effet aussi des pro-oxydants, dyslipidémie que l'on peut observer chez
le sujet diabétique. Et alors, comme Joseph le soulignait, capacité maintenant avec le protéome à aller vraiment voir et illustrer, vous voyez, chez les sujets insuffisants cardiaques, la composante syndrome métabolique est très prévalente. Et donc, on s'aperçoit qu'il y avait forcément une origine au préalable. Facile de comprendre que le sujet diabétique, le sujet avec un syndrome métabolique et une hypertension va être le candidat pour venir exacerber ce tableau. NT-proBNP vient compléter les modèles traditionnels et les modèles plus sophistiqués des scores, un peu comme le score 2, mais dans l'insuffisance cardiaque. Et si vous prenez comment détecter cette insuffisance cardiaque, là aussi, position statement de différentes sociétés, peptides natriurétiques. Et pourquoi on revient sur ces phrases New Therapeutic Tools, SGLT2, c'est ce que je vous disais en préambule. Donc on détecte tôt, on traite tôt et on prévient éventuellement une maladie aiguë. C'est ce qui est passé en position 2A dans les guidelines 2022 de l'AHA, donc détecter les groupes à risque, surtout les diabétiques et chez les hypertendus. Autre groupe à risque, je ne vais pas insister dessus, Guillaume l'a déjà aussi évoqué, c'est ce qui est sorti en fin 22, les guidelines conjointes en cardio-oncologie. Et les slides 7 ont déjà été montrés. La toxicité cardiovasculaire après un traitement d'onco est connue. Et donc l'ESC recommande d'avoir une estimation de risque de base, et c'est la roue qui est illustrée ici, qui se base sur des signes, des antécédents, des biomarqueurs, et alors, comme déjà identifié dans la présentation précédente, en fonction des groupes d'agents thérapeutiques, recommandation d'utiliser tel ou tel test, troponine, NT-proBNP, les deux, et à quelle fréquence. Donc on a des nouveaux éléments. 2 minutes 50, et je ne voulais pas terminer cette présentation. Là aussi, c'est un petit clin d'œil avec le professeur de Clermont-Ferrand. Je ne citerai pas son nom. Mais donc, voilà, Vincent, j'ai pas de frites. Mais alors, je l'ai peut-être déjà sorti une ou deux fois. On est en Belgique, on est très focus sur les nouvelles technologies pour faire des frites. J'espère que ça va passer. Donc, c'est un robot guidé par une intelligence artificielle pour standardiser la production des frites. Et donc voilà, c'est pas un focus frites, hein, c'est un focus nouvelles technologies, comme tu l'auras bien compris, parce que ces nouvelles technologies, elles sont aussi un outil de prévention intéressant en intégrant très tôt des données cliniques, ce qu'on appelle le phénotypage digital, qui peut être fait par le patient lui-même, qui est un patient chronique, et qui peut, au travers d'applications, aller très tôt identifier des symptômes qui vont alerter des équipes cliniques qui sont, elles, connectées à distance, en remote monitoring, avec les technologies actuelles, les peptides natriurétiques, et ce sera d'ici 2 à 3 ans, sont en train d'arriver sous format capteur comme pour la glycémie. Et donc vous allez avoir des signaux sur base de mesures régulières de peptides natriurétiques qui seront envoyés aussi à ces équipes soignantes à distance. Donc les nouvelles technologies et le point of care qui arrive, qui est devenu aussi non invasif et performant pour les dosages de peptides natriurétiques notamment. Tout ça offre de belles perspectives pour le traitement de l'insuffisance cardiaque et le dépistage de l'insuffisance cardiaque. Je reviens sur mon petit groupe, les diabétiques et les hypertendus. Et avec ceci, je clôture dans les temps et je vous remercie très sincèrement pour votre attention. Merci Damien.